Si une personne elle a perdu un bras, est-ce que ton travail ça peut être de reproduire son bras? Tu utilises quel produit pour conserver un défunt? Tu ressens jamais de la peur ou de l'angoisse à l'idée d'être seul avec un défunt? Est-ce que si une mort est découverte longtemps après le décès, tu peux toujours intervenir? Est-ce que tu as déjà vécu des situations un peu paranormales avec un défunt? Imaginez que vous ayez l'occasion de rencontrer un artisan de la mort et que vous puissiez lui poser toutes vos questions, sans tabou, sans limite. 3 inconnus sont venus échanger à l'aveugle avec notre invité. Séparés par un rideau, ils s'entendent mais ne se voient pas. C'est quoi ton métier? Parce que thanatopracteur. C'est de rendre la dignité et de rendre les défunts présentables et ralentir le phénomène de décomposition en fait entre le moment du décès et le moment de l'inhumation ou de la crémation pour que tout se passe bien en fait dans les chambres funéraires lors de la veillée avec les familles, etc. Pourquoi devenir? Je sais pas si on appelle ça vraiment croque-mort, mais moi dans mon imaginaire c'est le mot que j'utilise. Non, en fait un croque-mort n'est pas un thanatopracteur. Un croque-mort ça va plutôt être les personnes qui transportent les défunts. Comment ça se passe en fait? Tu récupères le cadavre, hein, c'est ça? Et du coup après... Le défunt. Le défunt, tu préfères Si dire on le va défunt? choquer des gens. Ah ouais? Ouais. Cadavre c'est trop hardcore? Il y a des gens qui sont encore pas prêts à ce mot-là. Parce que pour eux, quand on dit cadavre, ça veut dire que finalement le défunt ou la défunte n'a pas d'identité. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier? C'est l'histoire de vie avec la mort. En fait, j'ai perdu mon papa très jeune, à l'âge de 7 ans. Et on m'a interdit de pouvoir assister aux obsèques ainsi qu'à la cérémonie au cimetière avec mon papa. Du coup, pour moi, il n'était pas vraiment mort, il était parti ailleurs. Donc toute mon adolescence a été difficile à se construire puisque du coup, j'ai eu énormément de mal à tisser des liens amicaux avec les gens de mon âge, etc. Puisque se lier avec quelqu'un, ça voulait dire perdre, ça voulait dire abandon. Et du coup, j'étais vraiment omnibulée par la mort, qu'est-ce qui se passait après. Et ça m'a amenée à ce métier de thanatopracteur quelques années après. Alors comment ça se passe concrètement quand le défunt arrive? Qu'est-ce que tu dois faire? Déjà, quand moi je viens intervenir, le défunt il est déjà sur place, puisqu'on me dit où je dois intervenir. Ça dépend si j'interviens en hôpital. Il y a les agents de chambre mortuaire qui, eux, vont déplacer le défunt jusqu'à moi. Par contre, si je suis dans une chambre funéraire privée, là, ça va être à moi de sortir le défunt de la case réfrigérée pour le nettoyer, le tour du corps décédé pour voir que je rate rien. Une plaie qui n'aurait pas été correctement fermée et qui, pendant le soin, pourrait provoquer des écoulements. Alors comme ça paraît pas très grave, mais si la personne porte son vêtement fétiche, du coup, ça va poser un traumatisme supplémentaire à la famille. Ensuite, je fais mon soin de conservation. Après, je vais rhabiller le défunt et on va faire ce qu'on appelle les finitions, qui vont être parfois du maquillage, de la coiffure. Moi, je mets toujours le petit parfum, les ongles. Ça m'arrive de faire du semi-permanent sur mes défunts. Mais t'as dû faire une formation esthétique ou? Alors oui, mais ça, c'est personnel, c'est un choix personnel. J'ai passé une formation sur les ongles permanents, etc. Et là, je suis aussi en train de passer mon CAP esthétique pour améliorer encore certaines de mes techniques et certaines de mes prises en charge pour le défunt. T'es un peu une artiste de la mort en fait. En vrai, c'est l'image qui m'est venue là. Tu utilises quel produit pour conserver un défunt? Alors nous, on travaille avec du formaldéhyde. C'est pour remplacer le sang. Et en fait, le formol, tu vois, c'est un produit chimique qui va conserver les tissus. Ça me fait penser à un empailleur en fait. Enfin, c'est... Non mais ça va être, ça va être dégradant. Non. En fait, je sais, tu vois ce que je veux dire? Ah non, c'est pas du tout dégradant, c'est juste que c'est notre profession. Les gens pensent parfois qu'on enlève les organes ou je sais pas ce qu'ils imaginent, mais pas du tout. On laisse tout à leur place, quoi. Et ça, peu importe à quel point le corps peut être abîmé? Après, c'est comme quand tu amènes ta voiture au garage. Il y a parfois où tu as besoin de changer un filtre ou pas, mais... Du coup, voilà, on s'adapte aussi. Voilà. Comment tu t'y prends pour injecter ce produit? Alors en fait, on va choisir une artère différente suivant comment la personne est habillée. Parce que, par exemple, pour les carotides qui se situent au niveau du cou, si la personne a un décolleté, forcément, on va devoir trouver un autre chemin. Mais en fait, on injecte ce produit à base de formol par le système artériel. Et ensuite, on crée un circuit fermé et on va revenir au niveau du cœur pour finalement que le sang artériel qui va être poussé par notre liquide formolé puisse être récupéré. Si une personne elle a perdu par exemple un bras, est-ce que ton travail ça peut être de reproduire son bras du coup? Et justement, ça m'est arrivé il y a à peu près 2 semaines. Sur un accident de voiture, une personne a perdu la moitié de son bras, mais la moitié qui allait du coude jusqu'à l'épaule. Et effectivement, j'ai dû reconstruire cette partie-là pour que visuellement dans le cercueil, les gens ne s'aperçoivent de rien. Du coup, est-ce que tu as déjà vécu des situations un peu entre guillemets paranormales avec un défunt? Pas exactement ça. Par contre, tu vois,
vois, il suffit qu'il y ait un petit bruit ou quoi, je vais quand même me retourner. Est-ce que si une mort est découverte longtemps après le décès, tu peux toujours intervenir sur le corps? Si c'est longtemps après, non, c'est plus possible parce que le phénomène de décomposition est tellement avancé que même la personne physiquement n'est même plus la même et n'est parfois même plus reconnaissable. Du coup, elle va être mise en bière, donc mise dans le cercueil sera fermé et la famille n'aura pas la possibilité, légalement, elle aura le droit de pouvoir exiger de voir son défunt, mais vraiment dans ces moments-là, il faut que les familles apprennent à écouter les professionnels du funéraire. Parce que quand nous-mêmes on dit aux personnes, aux familles, on ne vous conseille pas d'aller voir, parce que ce que vous allez voir, ça va vous traumatiser pour tout le restant de votre vie. Il faut absolument que les personnes apprennent à écouter. Dis-moi, c'est quoi la situation la plus improbable que tu as rencontrée dans ton travail? Le monsieur est décédé, sa famille nous avait donné les vêtements, donc c'était un costume qui était de rigueur pour sa profession. Et à ce moment-là, son épouse nous appelle à l'accueil. On monte pour aller voir quelle était sa demande. Et en fait, elle tenait une robe de serment d'Hippocrate, puisque ce monsieur était médecin. Alors je ne savais pas trop quoi faire, je lui ai dit, mais madame, vous nous avez déjà donné des vêtements. Et puis elle dit, non, je veux qu'on lui mette ça. Alors je dis, il faut le mettre par-dessus. Elle me dit, non, je veux qu'il parte tout nu, parce que vu ce qu'il m'a fait souffrir pendant toute ma vie, il n'aura pas d'autre droit. Et je me suis dit, mon Dieu, comment je dois réagir à ça? Donc j'ai pris la robe d'Hippocrate et j'ai dit, d'accord, on va faire comme ça, madame, il n'y a pas de problème. Et en fait, elle a toute la colère qu'elle avait certainement accumulée envers son époux pendant de longs moments de sa vie est sortie à ce moment-là. Et vraiment, moi, je suis descendue en disant, il vient de m'arriver un truc de fou. Je sais pas si j'ai bien réagi ou pas, mais je l'ai pris et voilà ce qu'on doit faire. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'occuper de personnes que tu connaissais, que tu avais déjà rencontrées? Oui. Alors bon, pour les personnes que je connaissais et dont je le savais en amont, c'était clair, voilà, je le savais. Pour moi, à ce moment-là, ma place, elle n'est pas ailleurs que là. Je pense, et je sais pas, j'ai jamais discuté avec un chirurgien pour savoir ça, mais je pense que sur certaines interventions, ces gens-là veulent aussi intervenir peut-être pour la famille, ou des fois pas finalement, je sais pas. Mais moi, en tous les cas, je me dis que ma place à ce moment-là, elle est là, et qu'elle n'est pas ailleurs. C'est mon rôle, et c'est mes proches, je les connais mieux que personne. Ce moment-là, je vais m'y engager professionnellement parlant, donc là aussi, c'est comme si psychologiquement, je faisais une bulle où je me mettais un casque. Oui, c'est ça, j'allais te demander, voilà. Est-ce que tu arrives en fait à mettre tes émotions de côté et te dire... Y arriver à 100%, c'est pas possible. Sans pleurer, sans... Tu vois, non, c'est pas possible. Sur quelqu'un qu'on connaît, en tous les cas, même si on y arrive sur l'instant, le moment où on sort de la pièce, on s'effondre. Par contre, j'ai eu notamment 2 décès sur des personnes que je connaissais, puisque j'avais parlé avec eux dans ma vie personnelle. Quand je suis intervenue, j'ai pris en charge ces personnes, et au moment où j'ai quasiment eu fini le soin, j'ai eu un recul en me disant, mais je le connais en fait. En fait, tu es tellement concentré sur ce que tu vas faire et le résultat que tu dois obtenir que finalement, tu fais abstraction de plein de choses. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, à travers certaines situations, certains cas, de faire des transferts avec ta vie personnelle? Alors, bien oui, ça m'est arrivé. Ce qui s'est passé, c'est que mon épouse a porté notre 2e enfant et elle était enceinte à peu près de 7 mois de grossesse. Et on m'a appelée pour une intervention sur une femme qui était enceinte de 7 mois de grossesse. Donc, quand j'ai ouvert la porte, effectivement, j'ai eu 3 secondes où je l'ai vue, elle. Donc, j'ai refermé la porte. J'ai repris mes esprits quelques secondes. En plus, c'était un soin très compliqué parce que intervenir sur une femme enceinte avec une grossesse si avancée, c'est terriblement compliqué, dans le sens que c'est encore moins juste. Et du coup, voilà, il m'a fallu ces 30 secondes pour respirer, me dire c'est pas elle, tu vas re-rentrer. Et là, j'ai vraiment revu la vraie personne, en fait. Souvent, on a en tête des cadavres froids, peut-être odorants. Est-ce que toi, ça t'empêche de travailler? Enfin, comment tu fais pour... Alors, nous, ils sont froids parce que la plupart du temps, ils sont dans des cases réfrigérées. Donc, effectivement, quand on les sort, ils sont à température de la case réfrigérée où ils se trouvaient. Et au niveau de l'odeur? Alors, au niveau de l'odeur, je vais juste t'expliquer ce qui se passe parce que moi, j'ai plus d'odorat, en fait. Donc, je sais pas vraiment si c'est dû spécifiquement à mon travail ou si c'est juste mon corps qui a décidé de s'habituer à certaines choses ou de dire non, ça, justement, il faut pas s'y habituer, donc il faut pas le sentir du tout. Je suis pas capable de t'apporter la réponse, mais il est certain que quand je travaille sur certains défunts, j'ai des professionnels du funéraire parfois qui passent et je vois à leur tête qu'effectivement il doit y avoir une odeur très très forte puisqu'en fait ils peuvent pas rester. Et moi ça me dérange absolument pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un cas où vraiment tu as vu le défunt et tu t'es dit waouh,
comment je vais faire genre? Eh ben en fait, ça m'arrive tout le temps. Il faut savoir que j'ai compris au fur et à mesure des années que quand j'arrive vraiment sur un défunt qui a été accidenté, notamment une fois, on m'a annoncé un jeune homme de 19 ans qui a eu un accident de voiture et qui a été scalpé vraiment sur tout le haut de la tête. Donc il y avait beaucoup de lacérations au niveau de ses traits de visage. Alors là, c'est très compliqué parce que du coup, en reconstruisant par les sutures, par de la cire, par un peu de modelage, etc., on va devoir faire très attention à garder les mêmes traits du visage. Et du coup, en fait, j'ai compris à ce moment-là mon mécanisme. C'est-à-dire que quand je suis arrivée en mode guerrière, je vais y arriver, il faut que j'y arrive et tout, quand j'ai vu ce jeune homme, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais rien pouvoir faire. Enfin, c'est genre, j'extériorise énormément. Et ben, au fur et à mesure que j'extériorise, en fait, c'est là où je commence à faire le tour du défunt, où je commence vraiment à observer, à imaginer la suite. Et à partir de ce moment-là, je sais que du coup, je vais réussir à faire quelque chose. Tu parlais de cire, de choses comme ça. Donc c'est peut-être plus des choses comme ça que de la chirurgie esthétique dans des cas de restauration. Nous, on n'est pas du tout chirurgien. Hein. Nous, on doit, à chaque problème, de toute façon, notre but, c'est trouver une solution. Peu importe ce qui va être devant nous, de cacher, de camoufler, de remplacer. C'est très minutieux, puisque du coup, ça englobe beaucoup de professions. Hein. Il y a de l'esthétisme, il y a de la coiffure, mais ça ne se résume pas qu'à ça. Parfois, il y a aussi du bricolage. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais je me rappelle quand j'ai commencé ma carrière, j'ai eu affaire à une personne qui a été tuée par une arme à feu et il lui manquait un œil. Donc il a fallu reconstruire cet œil. Donc pour reconstruire cet œil, on doit créer une surface à l'intérieur, dans un intérieur qui est parfois vide. On doit trouver des astuces pour donner l'aspect d'un globe oculaire. Et donc du coup, quelque part, parfois, on est aussi des bricoleurs de défunts. Tu ressens jamais de la peur ou de l'angoisse à l'idée d'être seul avec un défunt? Ah non, moi c'est là où je me sens le plus en sécurité en fait, hein, parce que eux je sais que, mais alors vraiment absolument ils ne peuvent rien me faire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de parler à des défunts? Ah oui, oui. Eh bien en fait je ne me posais pas vraiment cette question puisque bon, on travaille tout seul donc j'ai pas de collègue de travail sur le moment qui est toute la journée avec moi. Quand j'ai commencé à publier certaines choses sur les réseaux, c'est souvent les questions qui revenaient. Est-ce que tu parles aux défunts? J'y ai prêté plus d'attention et effectivement je parle énormément à mes défunts sans même m'en rendre compte. J'ai des collègues de travail parce qu'il arrive aussi qu'on ne travaille pas tout seul quand on intervient dans des hôpitaux, etc. On a les agents de chambre mortuaire qui sont là, donc on va discuter hein, de nos vies, de notre travail, et on sait qu'on ne va pas se choquer. Ça nous permet aussi entre nous de nous libérer de certaines choses. Toi, quand le défunt arrive, tu connais son histoire, du coup? Alors parfois oui et parfois non. Quand c'est des décès traumatiques, donc on va dire des accidents, des suicides, etc., ça on va le savoir. Pourquoi on vous le dit dans certains cas? Qu'est-ce que ça change? Alors on nous le dit dans certains cas, déjà pour pouvoir préparer du matériel qu'on n'aurait pas forcément. Quand c'est une énorme reconstruction, parfois on va avoir besoin de matériel supplémentaire. Tu vois, par exemple, j'ai eu un défunt où les pompes funèbres m'ont téléphoné la veille en me disant tu vas avoir un monsieur demain qui a eu un cancer au niveau ORL et il n'avait plus du tout de nez. Ce qui s'est passé, c'est que comme je l'ai su la veille, j'ai pu déjà anticiper chez moi à essayer de modeler un nez pour le lendemain pouvoir lui replacer un nez, évidemment artificiel, mais le lendemain quand la famille est entrée, on leur avait pas dit que j'avais reconstruit le nez. Quand ils sont arrivés, en fait, la chose qu'ils ont dit aux pompes funèbres, c'est merci de lui avoir rendu sa dignité. Est-ce que vous vous êtes pour tous les coups confrontés à la famille, à ce contact-là avec les gens? Malheureusement non, et je trouve ça dommage parce que parfois on aurait besoin des détails, puisque chez nous les détails sont très importants. Par exemple, c'est tout bête, mais tu vois, quand on a une personne qui est très coquette, qui a l'habitude de se coiffer d'une certaine façon, si moi j'ai pas ce détail-là, alors je vais placer par exemple sa raie au milieu de la tête, alors qu'elle a l'habitude de la faire sur le côté. Et là, parfois les gens vont rentrer et vont dire ben, c'est pas du tout elle, quoi. Donc moi je trouve ça dommage, c'est vrai qu'on n'ait pas cet aspect de rencontre avec les familles, mais on les voit très très rarement. On demande alors la plupart du temps aux conseillers funéraires de récolter le plus d'informations possible. Nous, est-ce que être au contact de la mort, ça a modifié ton rapport avec le monde humain, les êtres humains? Oh que oui. Des fois dans le bon et des fois dans le mauvais. La plupart d'entre nous, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir du temps avec nos proches, de chaque instant
qui est finalement très précieux. Pour moi, l'essentiel, c'est un jour de me retourner sur ma vie et de me dire, voilà, t'as fait ce que t'avais envie de faire, sans tenir compte des jugements des gens. Et puis surtout, j'aurais pas laissé une situation pourrir, quoi, une situation moisir, et puis cette personne décède entre-temps, et puis tu te dis, oh là là, mon Dieu, j'avais tellement de choses à lui dire, j'aurais tellement aimé m'excuser ou pardonner, et finalement, c'est très important de le faire chaque jour de sa vie, et non pas dans des moments traumatiques. Quand tu dis ce que tu fais dans la vie, est-ce que du coup, direct, les gens, ils sont un peu, genre, ils sont désolés pour toi, ou je sais pas, tu vois, ils se sentent... Ouais, ça arrive, ça arrive très très souvent. C'est des réactions souvent de dégoût au départ. Hein. Oh, moi je pourrais pas, mais pourquoi ce choix? Est-ce qu'il se réveille? Ça, on me l'a fait plusieurs fois. Souvent, quand on pense à des métiers comme le tien, on peut s'attendre à avoir des personnes peut-être seules, un peu tristes. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de ce cliché? Alors, c'est vrai qu'il y en a. Hein. Il y a des gothiques dans notre milieu, comme il y en a ailleurs. Il y a des personnes qui sont très dark. Et il y a beaucoup, et une majorité de personnes qui se fondent dans les gens lambda, en fait. Je sais que moi, par exemple, souvent les gens sont surpris du fait que ça soit mon métier, parce que justement, alors hormis le fait qu'effectivement j'ai une garde-robe très noire, mais ça c'est parce que finalement, comme je travaille tous les jours, je peux pas me permettre d'avoir trop de couleurs. Mais et non. Pourquoi tu peux pas te permettre d'avoir trop de couleurs? Parce qu'on doit être déjà le plus... Face aux familles, tu veux dire, si tu croises... Pas forcément parce qu'on les croise pas, okay. Mais en tous les cas, ils peuvent, eux, nous apercevoir sur un parking d'hôpital, ils peuvent nous apercevoir dans des couloirs de funérarium, etc. Notre profession se doit d'avoir une certaine sobriété, et imagine que dans les pompes funèbres, tu vois y arriver des gens avec des dreads orange fluo. Ça peut arriver, hein, parce que maintenant, vraiment, les professionnels du funéraire tendent justement à démocratiser tout ça, à désacraliser tout ça. Il y a beaucoup de pompes funèbres maintenant qui s'habillent en monsieur, madame de tous les jours. Waouh, des baskets blanches, t'as osé. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Est-ce que ce serait... Enfin, pourquoi pas faire des enterrements peut-être plus gais pour célébrer quand même mais j'espère la vie des personnes, même si elles sont passées et c'est terminé maintenant, autant célébrer les choses de manière plus gaie qu'aujourd'hui, non? Je pense que dans une société où on tend à finalement un petit peu moderniser chaque individu, eh bien je pense que dans les hommages funéraires, dans les hommages aux personnes, ça devrait être tellement naturel en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui rapporte, ou c'est plutôt quelque chose qu'on fait peut-être plus par passion? Alors de toute façon, je dis souvent que si j'avais mieux voulu gagner ma vie, j'aurais pu faire d'autres professions comme agent immobilier. Je ne sais pas pourquoi je prends toujours cet exemple. Depuis que je suis à mon compte, j'ai aucune frustration financière puisque je travaille tous les jours pour moi. Je prends le temps que j'ai envie sur chaque défunt. J'ai beaucoup moins de frustration que quand j'étais employée. Est-ce que tu crois à la vie après la mort? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. En fait, j'ai des croyances, hein, comme chacun de nous. D'ailleurs, même celui qui croit en rien, il croit finalement en quelque chose puisqu'il croit en rien. Je pense que la mort n'est pas une fin en soi. Expliquer pourquoi, etc., c'est inexplicable en fait. C'est ce que je ressens moi. Je sais pas, je trouverai pas d'exemple à te donner, je trouverai pas d'explication précise, mais c'est ce que je ressens moi. Je me dis que c'est pas la fin de quelque chose. C'est peut-être le début d'autre chose, on ne le sait pas. Déjà, est-ce que tu as des enfants et t'as pas peur que ça les impacte justement de côtoyer très jeune la mort? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose dont on est assez préservé quand on est jeune, en général. C'était une crainte au départ, puis en fait, je me suis rendu compte très vite que les enfants, eux, tu vois, ils n'ont pas ce tabou avec la mort. Pour eux, c'est quelque chose de naturel pour les enfants. Ça paraît vraiment quelque chose de normal. Alors que des adultes, ils vont, tu vois, soit ils vont avoir du dégoût, ou de la peine, de la tristesse, voire de la terreur, rarement des éclats de rire. Mais chez les enfants, c'est très naturel. C'est fait avec l'insouciance, finalement. Je pense que même si notre société faisait de la mort quelque chose de moins tabou, eh ben, en grandissant, les enfants qui vont grandir n'auraient plus ce tabou-là et ça deviendrait quelque chose de plus naturel. Du coup, tu n'as vraiment aucune crainte par rapport à ça? Au contraire, tu es plutôt contente que tes enfants soient éduqués tôt à ça? Tu sais, quand moi, mon fils, il m'a posé, j'étais en train de conduire, j'étais absolument pas prête à cette question. Tu sais, à l'école, on nous a demandé ce que faisaient nos parents dans la vie. Oh, je me suis dit, ça y est, c'est le moment. Du coup, je suis restée un peu sans voix, un peu mutique, à me dire... Et puis en fait, il m'a dit, ah mais oui, en fait, moi j'ai dit que tu faisais beau les morts. Comme ça, les gens, ils étaient heureux. Ah bah, je dis ok. Il avait compris l'idée principale et voilà, il était bien avec ça. Tout le monde était ok. Comme enfant, tu avais un rapport donc particulier à la mort. Est-ce que ce métier t'a réconcilié avec la mort et est-ce que tu as eu les réponses que tu souhaitais enfant? Non seulement j'ai eu mes réponses, mais
en plus, c'est comme si en fait je m'en étais fait une amie quelque part, puisque tous les jours je suis auprès de la mort. Pour moi personnellement, je ne crois pas qu'un jour j'en ai eu peur par rapport à moi. La peur de mourir en fait, parce que souvent les gens, tu vois, ils disent « Oh mon Dieu, voir un corps mort, ça me fait peur, ça me terrifie », mais en fait ce que les gens ne comprennent pas, c'est pas de voir un corps mort qui fait peur aux gens, c'est de se projeter, c'est d'imaginer en fait sa propre mort à la place du défunt qui est là, parce que le défunt en soi, il n'est pas dangereux, il va pas se lever, il va pas... Donc maintenant je n'ai plus peur de la mort, mais par contre j'ai encore souvent très peur que la mort touche mes proches. Moi je sais exactement ce par quoi vont passer mes enfants, et du coup c'est plutôt ça qui me terrorise parfois. Et tu devrais faire ça toute ta vie? Alors, franchement, ce serait que moi, oui, j'adorerais faire ça toute ma vie, mais je sais que physiquement, je risque à un moment donné d'avoir atteint certaines limites, parce que c'est un métier très physique, vu qu'on habille seul les défunts, on les déplace parfois seuls d'un chariot à un cercueil ou une table réfrigérée, on les manipule tout seul, donc peut-être un jour, je ne serai plus à même de pouvoir pratiquer ce métier. Toi, du coup, à ta mort, t'aimerais être enterrée ou plutôt incinérée? Alors moi, je souhaite être crématisée. Maintenant, j'ai fait mon choix, mais ça a été dur, hein. J'ai dû vraiment me questionner pendant des années parce que du coup j'ai vu les deux, mais de manière très précise, donc j'avais plus de difficultés dans mon choix finalement que quelqu'un qui ne sait pas. Bah ouais, clairement. Ouais, je veux être crématisée, mais je veux surtout un soin de conservation, je veux un cercueil ouvert. Moi j'ai déjà tout préparé, tu vois, j'ai fait un contrat obsèques, comme ça ma famille n'aura à s'occuper de rien du tout. J'ai dit exactement ce que je voulais, j'ai choisi mes musiques, la couleur de mes fleurs, la couleur de mon cercueil, je veux plein de paillettes. Ah oui, t'es déjà au fait à ce point, genre. Ah oui, c'est wow. très important. J'ai tellement vu de familles en fait qui ont été désemparées puisqu'ils n'en avaient pas parlé avant. C'est comme les dons d'organes et les dons de corps. Il faut en parler, il faut que les gens sachent avant ce qu'ils doivent faire si ça arrive. Donc du coup, maintenant qu'on a parlé, etc., physiquement, tu m'imagines comment? J'avoue, j'étais très surprise que vous soyez une femme. Je pense que t'as les cheveux foncés et que tu portes pas trop de couleurs aujourd'hui, mais que t'as essayé quand même de mettre un peu de clair. Je t'imagine tatoué, je t'imagine avec un style assez sombre vestimentairement. Ben, là, maintenant qu'on s'est parlé, j'ai pas du tout les mêmes a priori, mais peut-être avant de venir, j'aurais imaginé quelqu'un qui est un petit peu dans l'univers de gothique, de la mort, quelque chose comme ça. Allez. Est-ce que j'ai raison? Je t'imaginais pas comme ça. Bonjour. 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 Enchantée. J'étais pas trop loin pourtant. T'as les tatouages, Ok. habits, souvent, on me compare à ça. T'es plus jeune que ce que j'aurais pensé. Oh, génial, je t'adore. Ce qui paraît, le formol, ça conserve, donc...